Des milliers de données personnelles dans la nature pour les détenteurs de hardware wallet. On va parler d'un des plus gros hardware wallet, pas de Ledger cette fois, mais de Trésor. Je vais vous parler de cette fuite de données. Qu'est-ce qui s'est passé? On va aussi parler de plein d'autres choses. Tether, une très bonne nouvelle pour Tether, l'émetteur de l'USDT qui vient d'obtenir un audit. Un audit fait par l'une des plus grosses boîtes d'audit du monde. Je vais vous en parler. On va aussi parler d'un problème d'un projet crypto de DeFi, CeFi à la frontière des deux. On va parler de Neutrol. Je vais aussi vous parler de Etherfi, une news qui fait que le cours a pas mal augmenté. Et on va parler d'intelligence artificielle et de Bitcoin avec beaucoup de gentils hackers, des white hats, qui sont en train de trouver des failles de sécurité dans les protocoles associés au Bitcoin, plutôt tout ce qui est écosystème du Bitcoin open source. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Commençons avec le cours des cryptos. On a un BTC à 62 700 $, moins 1,5%, Ethereum 1871, moins 1%. Bref, pas beaucoup de mouvements dans le top des crypto-monnaies aujourd'hui. On va parler, je vous ai dit, de la fuite de données. Juste avant, je vous rappelle, il y a 20 € offerts sur Finst, le partenaire de la chaîne, le broker qui vous permet d'acheter et de vendre des crypto-monnaies au meilleur prix avec des frais qui sont bas. On parle de 0,15% uniquement. Il n'y a pas de frais cachés. Tout est là au niveau du trading. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez acheter, vendre, vous inscrire. Vous avez le lien dans la description. Et vraiment, ça va chercher le meilleur prix sur les market makers, sur les plateformes. Ça vous donne vraiment le meilleur prix pour vos crypto-monnaies à l'achat, à la vente. Vous pouvez swapper de crypto aussi et vous pouvez avoir, il y a les paires euros et les paires USDC. Ils n'avaient pas les paires USDC initialement, ils les ont rajoutés, les paires USDC et bien sûr plateforme régulée MiCA, plateforme européenne. Alors, parlons de Trésor. Alors, je vous ai pas mal parlé ces derniers temps de Ledger qui avait eu des problèmes de sécurité au niveau justement de données personnelles. Il y a eu une très grosse fuite il y a quelques années, il y en a encore eu une autre plus réduite il y a quelques temps. Et là, c'est à Trésor. Trésor, c'est une société qui fait des hardware wallets. Ils sont très connus aussi. Les premiers, je pense, c'est Ledger en termes de notoriété. Ensuite, on a Trésor. En France, on parle beaucoup aussi de Tangem, etc. Mais Trésor, pour moi, je les mets quand même au-dessus de Tangem, par exemple. Mais bon, c'est mon opinion personnelle sur le sujet. Parlons de Trésor du coup. Ils ont eu leur prestataire en charge de la logistique, Chipmunk. Vous pouvez voir ici le site web associé qui a en fait eu une fuite de données et les informations personnelles de 13 689 clients de Trésor ont fuité et pour près de 12 000 d'entre eux, il y a eu les noms, prénoms, le numéro de téléphone, l'adresse email et l'adresse physique, l'adresse de livraison qui a aussi fuité. C'est extrêmement inquiétant parce que quand des hackers ont accès à ces informations-là, ensuite ils peuvent aller faire du phishing sur les personnes, ça c'est le plus courant. Il y a encore des personnes qui reçoivent les emails de phishing associés aux fuites de données Ledger. Mais le plus inquiétant, c'est qu'on peut envisager, que malheureusement les hackers envisagent aussi d'aller directement chez les personnes pour essayer d'obtenir l'information, l'acide fraise, et de se dire qui a le plus de crypto-monnaies sur ces wallets-là. Généralement, ça doit être croisé parce que les hackers, ils vont pas aller kidnapper 13 000 personnes au hasard. C'est plus un autre recoupement de données qui a lieu. Par exemple, ils vont chercher avec l'adresse email, cette adresse email-là peut être associée à quel compte, est-ce que cette personne est potentiellement quelqu'un qui a beaucoup de crypto-monnaies ou non. Mais vraiment, c'est assez inquiétant. Et j'ai même vu des histoires de personnes qui avaient des crypto-monnaies initialement, qui ont vendu leur maison, et les personnes qui ont acheté la nouvelle maison se retrouvent à avoir des tentatives de kidnapping assez souvent parce que les personnes qui ont l'argent, qui ont la liste des données, pensent que la personne habite toujours dans cette maison. Donc 10 000, 10 000 données, c'est beaucoup, mais heureusement ça a été limité parce que ça concerne uniquement les données de Trésor sur 3 mois, entre le 10 mai et le 8 août, parce qu'ils ont une politique de suppression des données après 3 mois. Et aussi la bonne nouvelle, si vous regardez cette chaîne, vous êtes probablement pas dans la liste des pays qui ont été concernés par cette fuite de données. Ça concerne des utilisateurs aux États-Unis, Royaume-Uni, Suède, Colombie, Brésil, Italie et Portugal. Donc je sais que la majorité de ceux qui regardent cette chaîne sont en France et dans les pays francophones. Donc on a France, Suisse, Belgique principalement, Canada aussi. Donc voilà, il n'y a pas je pense pas que vous êtes concernés à ce niveau-là. Mais dites-vous que c'est malheureusement quelque chose qui peut avoir lieu, qui a déjà eu lieu sur Ledger. Et
C'est compliqué en fait, honnêtement, parce que la meilleure solution, c'est de se faire livrer tout ça avec une fausse identité dans une adresse, dans une boîte postale ou quelque chose comme ça. Au moins, vous êtes tranquille. Autre solution, je sais qu'à un moment, on pouvait acheter des ledgers et ce type de choses dans des magasins, genre boulanger, etc. Je sais pas si je peux pas aller voir dernièrement à la Fnac, par exemple, si on peut acheter ce type de choses, mais ça me gêne un peu parce qu'on passe par un intermédiaire dans le sens où les hardware wallets transitent du coup plus, passent par des magasins, par des choses et on peut imaginer plein d'autres types d'attaques. Mais bon, il y a quand même des mécanismes de protection sur, je parle de Ledger pour vérifier l'intégrité justement des clés. Mais bon, c'est voilà, c'est malheureusement quelque chose qui arrive assez souvent et soyez vigilants vraiment sur vos données personnelles. Si vous créez des comptes sur des sites, essayez d'utiliser des adresses mail spécifiques pas qu'on peut pas relier à d'autres sites ou essayez vraiment de limiter au plus possible les informations personnelles qu'on peut trouver sur vous, sur internet, sur les divers sites. Quand vous n'avez pas besoin de donner votre vrai nom, ne donnez pas votre vrai nom. Il y a très peu d'endroits où vous êtes obligé de donner votre vrai nom et prénom. C'est uniquement les endroits où il y a un contrôle d'identité, un KYC, mais sur les autres sites, il n'y a pas besoin. Donc vraiment, soyez vigilants à ce niveau-là. Ensuite, excellente nouvelle pour Tether, la société derrière l'USDC qui vient d'obtenir son audit fait par une société du Big Four des cabinets d'audit. On parle de KPMG US. Donc c'est une très bonne nouvelle pour Tether. Voilà, c'était quelque chose. Moi, le premier, j'ai longtemps réclamé que Tether produise un audit. Ils n'avaient pas produit ça. Ils produisaient que des attestations, donc des choses qui ne sont pas vérifiées par des tiers réellement, pas comme un audit. Et la KPMG a vérifié vraiment la situation financière de Tether sur toute l'année 2025. Donc c'est ce que Tether avait publié en janvier 2026. Ils avaient publié qu'ils avaient plus de 6,3 milliards de dollars de réserves, d'excédents en tout cas, et du coup qu'ils avaient plus de 10 milliards de dollars de bénéfices, etc. Donc ils ont clairement suffisamment d'argent pour couvrir tout ce qui est associé à l'USDT. USDT, 183 milliards de dollars, donc Tether a plus de 183 milliards de dollars en banque et dans les divers actifs qu'ils ont, parce qu'il n'y a pas que des bons du trésor, il y a aussi des actifs un peu plus exotiques, tels que du BTC, mais surtout de l'or. Et ils ont dit justement que KPMG allait compter tout l'or qu'ils avaient chez eux pour s'assurer que tout était bon. Donc voilà, c'est très bien ce que vient de faire Tether et ça va rassurer le marché. Je pense que ça va euh, confirmer justement la confiance qu'ont les gens dans l'USDT et l'USDT va continuer d'être à la première place des stablecoins. Une certaine période, on pensait que l'USDC allait pouvoir dépasser l'USDT, mais après l'USDC a eu la problématique aussi de DPEG. Clairement, ça s'est rapproché des 0,8 dollars avec la faillite de la banque qui gérait une bonne partie de l'argent de l'USDC. Et finalement, Tether se porte bien. Mais bon, moi, je pense que le problème de l'USDT sur le long terme, c'est la régulation. Ils sont en train de quitter les divers pays où il y a justement cette régulation. Par exemple, MiCA en Europe, l'USDT ne respecte pas ça. Du coup, les exchanges européens mettent de l'USDC. Aux États-Unis aussi, avec le Genius Act, je pense pas qu'ils vont être conformes au Genius Act. Ils ont préparé un autre stablecoin pour être conforme au Genius Act. Donc, ils risquent de perdre quand même des parts de marché sur les pays où il y a une réglementation forte autour des crypto-monnaies. Mais c'est pas grave, je pense, parce qu'ils se disent le monde est beaucoup plus grand que les États-Unis et l'Union européenne. Et la DeFi aussi, bah, ça va continuer d'exister parce qu'il n'y a pas de problématique actuellement sur la DeFi. En parlant de DeFi, je voulais vous parler de Neutrl. Neutrl, c'est un projet de DeFi que j'avais étudié parce que les rendements affichés pour le NUSD qui était leur stablecoin étaient assez énormes. Mais quand j'avais étudié, je me suis rendu compte que c'était plus un hedge fund en fait. C'est dans le sens où on leur confiait des fonds et eux, ils faisaient des stratégies complètement off-chain et du coup, j'avais pas confiance et j'ai pas déposé de fonds du tout sur le sujet ni présenté le projet aux personnes que j'accompagne sur la DeFi parce que je trouvais ça trop risqué. Moi, quand je fais de la DeFi, j'aime bien faire de la vraie DeFi. Pas de la DeFi qui dépend au final de la confiance qu'on va donner à une entité pour gérer les fonds pour nous. Pour moi, ça fait pas sens. Et là, Neutrl, du jour au lendemain, ils ont posé la rédemption, donc les mécanismes de conversion de NUSD en USD. Et du coup, ils ont bloqué tout le mécanisme. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit on a des soucis au niveau de la réserve du protocole. Donc c'est flou. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ça ressemble pas à un piratage. Ils auraient dit que c'était un piratage. J'ai plus l'impression que c'est des fonds qui ont été bloqués. Des fonds qui ont été envoyés à une entité qui a bloqué les fonds ou des fonds perdus lors de stratégies de trading. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé malheureusement, donc tout est bloqué pour le moment et bien sûr les gens ont perdu totalement confiance dans le jeton NUSD.
Je suis allé voir là sur les exchanges, ça vaut 0,16 $, plutôt sur Curve d'ailleurs, c'est là où il y a la plus de liquidité sur Curve Finance, 0,168 $. Donc imaginez, on est passé de 1 $ à 0,168 $ pour le Neutral USD. Donc voilà, faites très attention, ne cherchez pas juste le meilleur rendement disponible, comprenez d'où vient le rendement, quelle est la viabilité de ce rendement, quelle est la sécurité associée à ce protocole, comment sont gérés les fonds, où sont-ils gérés, par qui sont-ils gérés, qui peut transférer les fonds. Préférez des stratégies simples, des stratégies les plus simples possibles avec un rendement même plus faible. Je préfère un 5%, un 6% sur un protocole fiable de DeFi que aller chercher du 11, 12, 13% sur des protocoles assez obscurs. Et même, par exemple, Morpho, c'est un très bon protocole, mais sur Morpho, quand vous déposez dans un Vault, vous faites confiance au gestionnaire du Vault pour gérer les fonds pour vous. Donc là encore, il faut faire attention. Vraiment, il faut bien étudier les choses. Ça se fait pas, c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça rapidement, juste en regardant le pourcentage de yield. Un autre protocole de DeFi pour lequel ça se passe plutôt bien, c'est Etherfi. Etherfi, j'aime beaucoup ce protocole. J'avais bien profité de l'airdrop Etherfi. Et heureusement, quand je vois le cours d'Etherfi, j'ai vraiment bien fait de vendre 90% au lancement. Quoi, j'ai vendu, c'était à 4 $ et je me souviens, j'ai pas pu vendre à 6 $. C'était vraiment le lancement, mais dans les minutes qui suivent, ça avait baissé et j'avais vendu à 4 $ et quelques. Et au final, j'ai vraiment bien fait parce que là, ça ne vaut plus que 0,4 $. Mais regardez ce qui s'est passé là au cours des 24 dernières heures. On peut voir une légère, enfin une hausse significative, 13% de hausse sur 24 heures pour Etherfi. Initialement, ils faisaient que du restaking, mais ils sont transformés quasiment en néobanques. Ils ont lancé leur carte bancaire crypto. Et là, ils viennent faire une autre annonce où en fait, ils se transforment réellement en une entité qui peut limite remplacer une banque pour la plupart des utilisateurs crypto. Ils ont annoncé la possibilité de déposer d'avoir des actions tokenisées et divers aussi cryptoactifs, et de pouvoir prendre des prêts sur ces cryptoactifs pour pouvoir dépenser. Donc en fait, l'idée, c'est vous versez votre salaire directement sur Etherfi, ça va acheter des cryptos ou des stablecoins ou autres, et ensuite vous allez emprunter sur ces cryptos, sur tous vos portefeuilles, que ça comprend des actions ou autres, et pour dépenser avec votre carte bleue. Donc en théorie, c'est pas un événement taxable. Mais je suis pas un avocat fiscaliste, mais c'est ça la théorie derrière Etherfi. Et là, du coup, ils ont fait ces annonces qui rajoutent beaucoup plus de fonctionnalités sur Etherfi. Je vous ai dit, les actions tokenisées, etc., la possibilité d'avoir tout son portefeuille en collatéral et plein de choses comme ça. Ils se basent sur une instance d'AV sur Optimism pour faire tout ça. Et voilà, et les gens ont fortement apprécié. Ça génère plus 13% de hausse pour le jeton en 24 heures. C'est très utilisé dans l'écosystème crypto. Il y a un gros cashback sur Etherfi aussi. Bien sûr, c'est limité en fonction de pas mal de choses, mais ça reste l'une des cartes les plus intéressantes actuellement dans la crypto, et le jeton se porte plutôt bien. Bien sûr, ça va être compliqué pour eux de remonter au plus haut. Imaginez 0,4 $ pour remonter juste à ce qu'ils ont connu le plus haut, c'est au moins 6 $. Donc ça va être compliqué, mais au moins ils ont un business model clair. Ils génèrent de l'argent, ils génèrent des revenus, ils font du buyback. Donc c'est plutôt intéressant. Etherfi actuellement, c'est un vrai projet avec un réel usage et du buyback, comme je l'ai dit. Donc ça se rapproche un peu du narratif actuel des protocoles qui ont une réelle utilité, qui font du buyback. Je pense à Hyperliquid, je pense à Etherfi, je pense dans une certaine mesure aussi Pump.fun, parce que ça génère beaucoup d'argent et ça fait du buyback. On peut en citer pas mal d'autres, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. Je vous rappelle du coup les 20 € offerts sur Finst, le partenaire de la chaîne. Et je vous souhaite une très très bonne journée et un très bon week-end. À lundi. Bye bye, ciao ciao.